Rendez-vous les 2 et 3 novembre au Centre des Congrès de Grenoble pour le 6e Congrès Innovation en éducation. Un magnifique événement qui va regrouper plus de 700 personnes de la France entière, tous passionnés par l'éducation. Si vous souhaitez nous rejoindre et prendre votre billet, allez sur le site Congrès Innovation en éducation que vous trouverez facilement sur un moteur de recherche. Je vous dis à très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. J'espère que donc vous allez bien là où vous êtes. Moi, ça va quand même plutôt bien. On est en train de préparer la 6e édition du Congrès Innovation en éducation. Ça va être le 2 et le 3 novembre à Grenoble. Il reste encore des places d'ailleurs si vous voulez participer. Et donc du coup, c'est encore un bel événement. C'est notre 6e édition. On va être un peu plus de 600 personnes sur place, avec 40 exposants. Il y aura 16 ateliers aussi participatifs pour vivre vraiment des expériences sur place, toujours autour de l'éducation, bien évidemment. Et on a toujours hâte en fait de se retrouver parce que c'est 1 an de préparation pour nous organiser ces événements. Et donc quand on se retrouve sur place, à chaque fois on passe un super bon moment avec vous tous. C'est très enrichissant, ça fait du bien humainement de se retrouver entre nous. Très souvent on entend que ça redonne foi en l'humanité. Donc on a hâte de tout ça. Si vous voulez participer au Congrès Innovation en éducation, vous allez dans un moteur de recherche et vous tapez Congrès Innovation en éducation. Dans les autres actus qui viennent à l'esprit, c'est mon 2e livre. Je vous montre l'affiche, la page de couverture là, à l'écran, qui va sortir le 31 octobre. C'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens ? Donc c'est la partie complémentaire au premier livre qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi et qui est sorti au mois de juin dernier. Et donc très content d'ailleurs de tous les retours que vous me donnez depuis 1 an et quelques mois maintenant. Vous êtes quasiment plus de 6-7 000 personnes maintenant. Il faudrait que je redemande les chiffres à Erol. À avoir lu le livre, à me faire des retours. Je reçois, là encore, il y a à peine 2 minutes, je voyais passer une photo d'une personne qui était avec le livre sur la plage. Donc, merci pour tout ça. Et donc, le 2e sort le 31 octobre dans toutes les librairies en France. J'ai hâte que vous me donniez aussi votre retour parce que c'est toujours très délicat pour moi de savoir en fait si le livre va plaire. Je vous rappelle, en plus, je suis dyslexique et dysorthographique, donc c'est un vrai challenge d'écrire pour moi. Et c'est toujours très challengeant de savoir en fait si le contenu va plaire. Bon, vous allez dire, je ne devrais pas m'inquiéter puisque le premier livre plaît, mais malgré tout, il y a toujours cette part d'incertitude. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir votre feedback. Avant qu'on rejoigne du coup Dorothée, je vais vous montrer une petite vidéo autour de l'écosystème C'est quoi le bonheur pour vous ? Et on se retrouve tout de suite après. Hello Dorothée, ça va ? Hello Julien, oui ça va, merci. Très contente d'être avec toi aujourd'hui. Eh ben moi aussi. D'ailleurs, pour la petite histoire, on en parlait juste avant là de commencer. On s'est rencontrés à Montauban où je venais donner une conférence avec Sophie Rabi. C'était très sympa. Puis voilà, on a papoté. Je t'ai montré d'ailleurs en exclusivité la page de couverture du 2e livre C'est quoi le bonheur pour vous que tu as apprécié d'ailleurs. Et puis voilà, on a papoté, on s'est échangé. Puis voilà, on avait prévu. Je trouve ça très intéressant l'approche que tu as. Et on avait prévu du coup de faire un live. Donc voilà, on va parler de tout ça. Donc avant de commencer, je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc alors j'ai 54 ans, je suis mère de famille. Me présenter, je suis une sœur, une mère, une amie. Je suis passionnée par tout ce qui est méthodes qui vont justement aider à mieux vivre au quotidien. La méditation et donc du coup là en l'occurrence puisque je suis formée à la fasciathérapie et puis à la méthode d'Annie Bois, le mouvement. En fait, comme toi Julien, je suis dyslexique, dysorthographique, donc en fait il a fallu que je passe mon temps à m'adapter à l'école, dans mon environnement, dans l'attente de mes parents, dans l'attente
des enseignants autour de moi. Et du coup, ça n'a pas été sans fortes émotions, sans stress. Forcément, quand tu t'adaptes toute la journée, j'ai pas mal stressé. Et du coup, j'ai mis en place des stratégies qui aujourd'hui me permettent d'être en homéostasie, d'être bien, de m'engager et d'avoir envie de transmettre du coup toutes ces clés d'autonomie et de régulation. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'autorégulation, de fascia, de comment donc réguler son stress, ses émotions, les tensions corporelles qui sont associées. Peut-être ça serait intéressant déjà d'essayer de définir. Tu vois, en fait, moi j'ai l'impression que quand on parle d'émotion, quand on parle de stress, ça englobe quand même un certain nombre de choses. Est-ce qu'on peut déjà essayer de définir à quel moment on serait peut-être dans l'obligation de gérer nos émotions, par exemple? Alors pour moi, une émotion, c'est une alliée, même une émotion désagréable. Je suis dans le courant de Catherine Émilie Saint-Germain, je ne sais pas si tu connais, qui a écrit la Bible des émotions. Et puis, je me suis formée aussi à la communication non violente. Donc, je pense qu'une émotion est une alliée, une émotion de peur est une alliée qui va me permettre de me protéger, hein, comme le faisaient nos ancêtres. C'était la bonne adrénaline qui permet la fuite ou le combat. Donc, après, c'est ce qu'on en fait, en fait. Est-ce que je mets une différence entre le fait de ressentir un peu de peur et justement d'être en capacité d'écouter cette peur, de l'observer, de l'accueillir dès qu'elle survient pour savoir peut-être qu'il y a un danger, qui est rationnel ou pas d'ailleurs. Ça peut être une émotion du passé qui revient et qui te… Je sais pas moi, tu vois Julien, si tu étais… quand tu étais petite, tu avais Nounou par exemple qui te tapotait avec ce stylo. Non. On dirait que tu aurais une Nounou qui tapotait avec un stylo à chaque fois que tu faisais une petite bêtise. Si c'était cette histoire-là, tu ressentirais quoi si on te tapotait avec un stylo parce que tu as fait une bêtise? C'est pas très agréable. Pas très agréable. Quand tu es petit ou petite, tu ressens plus ou moins de la peur. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir, à chaque fois qu'on va voir l'objet, dans l'instant présent, des émotions de peur qui remontent et qui ne sont pas en lien forcément avec une réalité tangible. Donc, il y a aussi ça. Et donc, il y a toute cette peur qui est là pour nous aider à mieux nous diriger. En fait, pour moi, les émotions sont des gardes du corps qui vont nous aider à mieux nous diriger. Et donc, je pense que ce n'est pas une histoire d'autorégulation. Ça va être autorégulation quand j'entretiens ma peur et quand ma peur devient une frayeur ou quand je deviens peureux. Où là, je vais être obligée vraiment de m'autoréguler, de prendre du recul, d'aller à la rencontre de mes besoins. Autrement, au quotidien, j'ai la possibilité, grâce à tous les outils dont on va parler, d'être juste présente à ce qui se joue à l'intérieur de moi, de ressentir plus finement tout cela, donc la peur qui monte, la colère, et d'essayer de comprendre, tiens, je suis en train de vivre ça et j'ai une colère qui monte et d'être dans l'accueil de ce qui se joue, juste au moins dans la présence. C'est même pas de l'autorégulation, au bout d'un moment, ça se fait tout seul parce que tu es présente à toi-même. Tu es présente à toi-même. Et réguler, donc ça, c'est de l'autorégulation que tu fais dans le silence, dans la présence, dans le quotidien, dans tes activités, mais juste la présence qui peut être vraiment là. Et c'est vrai que là, on va voir que la méditation en mouvement, ça aide à ça. Et puis, il y a aussi des grosses crises de frayeur, des périodes où on est dépassé parce que le monde extérieur va mal et que on n'a plus la main et qu'à ce moment-là, on est content d'avoir des outils pour mieux vivre et rester ancré et solide dans la tempête. Et je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si, carrément, parce que je crois qu'on est vraiment tous soumis à ça, en fait, dans notre quotidien. Encore plus, j'ai envie de dire, si on écoute les médias, que ce soit la radio ou la télé, on est forcément soumis à tout ça. Quand je t'écoute, ça me fait penser aussi à ce que moi j'appelle les bombes émotionnelles. Tu sais, c'est ces moments, en fait, dans notre vie de tous les jours où tu vas être en train de discuter avec quelqu'un et puis il va se passer un truc, elle va dire quelque chose et d'un coup, ça va te faire réagir, mais surréagir. Et effectivement, c'est très souvent lié à notre passé, à notre enfance. Et donc ça, forcément, ça arrive aussi à beaucoup de personnes. Donc, comment pouvoir gérer tout ça? Et donc, du coup, c'est hyper intéressant que tu puisses nous dire comment faire parce que, une fois de plus, on est tous soumis à ces passages, en fait, d'émotions dans notre vie, peu importe ce que c'est. Et je vois bien, d'ailleurs, dans mon entourage proche, que c'est pas forcément simple pour tout le monde de les gérer. Et même quand on sait qu'il y a des outils, d'ailleurs, c'est pas forcément simple. Alors, il faut savoir que le fascia, dans notre corps,
a une empreinte de tout ça, de tout ton vécu. C'est-à-dire que je vais peut-être... Ça te va si je présente le fascia du coup? Parce que Bien sûr, oui. Donc, Ouais. le fascia, c'est un tissu conjonctif. En anglais, on dit connective tissue. Donc, c'est un tissu qui connecte, mais pas que. On va voir toutes les parties de notre corps entre elles, de la tête aux pieds, de la main droite à la main gauche, de la superficie à la profondeur. Donc, il est présent en continu et on va voir et que c'est un fascia qui est gorgé de récepteurs sensoriels et qui va réagir à chaque fois que tu as une émotion forte ou un stress. Il va réagir. Ce fascia, il est fait pour être en mouvement. Donc, il va soutenir toutes les parties de notre corps, nos muscles, nos organes, nos tendons, notre système nerveux, notre cerveau. Voilà, toutes les parties de notre corps sont soutenues. Elles sont aussi traversées et pénètrent toutes ces parties, en fait, parce qu'en fait, on peut parler d'un fascia ou de multiples fascias. Parce en fait, c'est une grande toile d'araignée, un grand réseau fibrillaire. Et il est en fait, si tu veux, parfois, il y a certains ostéopathes, fasciathérapeutes qui travaillent dans le tissulaire qui ne touchent que le crâne et qui ont accès aux pieds, tu vois, qui vont aller dénouer des tensions dans les pieds. Et donc, ce fascia, par exemple, au Moyen-Âge, on avait l'impression que c'était quand on faisait une dissection d'un corps, on jetait, c'était pour les chirurgiens, pour les médecins, c'était des déchets, on jetait ça à la poubelle. Et on s'intéressait qu'aux muscles, aux organes, tu vois. Et en fait, on sait maintenant, au XXIe siècle, là, que c'est vraiment un nouvel organe clé de notre santé, qui a une mémoire sensorielle, donc c'est pour ça qu'on fait de la gymnastique sensorielle dans notre équipe, parce c'est un nouveau sens, c'est une nouvelle façon de se percevoir. Et surtout, quand tu as par exemple un stress ou une émotion forte, il va réagir, le fascia, avant que tu aies la conscience de ton émotion. Donc, quand tu disais parfois, quand on a des tempêtes émotionnelles, tu vois le stylo avec lequel on t'a tapoté quand tu étais petit, tu pètes un câble, et le fascia, il va réagir avant, il va se crisper, et après, toi, tu vas pouvoir réagir. Tu vas avoir la conscience de cette peur. Mais Ok. si tu exploses, c'est que souvent, tu n'as pas pris le temps d'accueillir au fur et à mesure aussi. Enfin, je ne veux pas être dans le jugement, surtout, je ne suis surtout pas là-dedans, mais je sais que moi, personnellement, je vais parler de moi, ayant appris maintenant à accueillir plus finement tout ce qui se joue, j'arrive à moins exploser, j'arrive à mieux gérer tout ça parce que en fait, je fais le ménage au fur et à mesure, un petit peu tous les jours, tu vois, j'enlève la poussière au lieu de la laisser traîner pendant des mois et puis du coup, ça devient Ah oui. voilà. Ah oui, ça a du sens. Alors peut-être qu'on pourrait un peu plus développer cette partie faciale parce que je pense que ça parle pas à beaucoup de personnes. Comment du coup tu peux, j'allais dire, autoréguler ce fascia? C'est ça le bon terme? Est-ce qu'on peut l'autoréguler? Tout à fait, oui, Ouais. complètement. On le relance le mouvement. Alors donc, comme je te disais, il est en mouvement. C'est un mouvement lent, une rythmicité très lente. Il fait à peu près 4 mouvements à la minute, tu vois. Donc, c'est un mouvement qui est à l'intérieur de nous. Donc, ce sont tous nos tissus, nos vaisseaux qui bougent. Et c'est un mouvement lent. Et comme je te disais, quand on stresse ou quand on a une émotion forte, il se crispe, il s'immobilise. Alors, tu peux, par exemple, je ne sais pas, avoir une immobilité au niveau de ton thorax qui va engendrer une douleur au genou. Tu vois, parce que souvent, ces lignes de fascia, elles sont croisées, donc tu as mal au niveau de ton thorax, au niveau de tes côtes, tu ne ressens plus la douleur et tout d'un coup, tu te mets à avoir mal au genou gauche. Et en fait, la douleur du genou gauche est liée à la tension dans le thorax. Okay. Donc, nous, avec la méthode d'Annie Bois, on travaille, l'idée, c'est de remettre du mouvement dans le tissu. Donc, on a 4 pratiques. On a un toucher, qui est un toucher alors, que pratiquent les fasciathérapeutes. Moi, en tant que somatopsychopédagogue, puisque c'est ce que je fais, je vais permettre à la personne de ressentir ce toucher, de ce mouvement à l'intérieur d'elle, grâce à un toucher de relation. Et notre outil, notre perle, c'est le point d'appui. C'est-à-dire qu'en fait, on va rentrer dans le mouvement, dans le glisser du fascia et on va déterminer quelles sont les zones mobiles, quelles sont les zones crispées, quelles sont les zones qui bougent moins bien. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de
faire un point d'appui dans les zones crispées, c'est-à-dire maintenir la partie crispée, la partie quand ça ne bouge plus, on va la contraindre à l'immobilité. Mais très doucement, c'est très doux, hein. Et toi, Julien, si je ne sais pas moi, quelqu'un, un copain ou même quelqu'un que tu ne connais pas qui te contraint à l'immobilité, qui te serre les deux épaules, qui t'empêche de bouger, qui te contraint, qu'est-ce que ça va être ton réflexe pour Essayer de me libérer. Ouais, et tu vas user de quoi pour ça? Pour te Ah, libérer? tu sais, moi j'ai fait du kung-fu, donc je trouverai une technique. Donc, tu uses de tes forces. Ouais. Bah, c'est pareil, nos organes, nos os, parce que le fascia est vraiment aussi présent à la profondeur de nos os. Pardon. L'idée, c'est de les maintenir en immobilité. Et en fait, il y a un moment, cette partie de ton corps va se dire, mais qu'est-ce qui se joue là? Pourquoi il me contient? Et donc, du coup, le corps va se servir de ses forces, qu'on appelle les forces de renouvellement et de préservation, et relancer le mouvement. Ok. Mais c'est très doux. Alors, ça permet à la personne d'accéder à sa profondeur et d'être en lien avec ses tissus. Et plus on va, en fait, finalement, remettre du mouvement dans le corps, plus la personne va pouvoir ressentir ce mouvement interne finement. Ça veut dire que ça, on peut le faire tout seul ou il faut être accompagné d'un professionnel? Alors, c'est bien de se faire accompagner au début, mais par exemple, dans Silence on bouge, parce que moi, j'ai créé un concept qui s'appelle Silence on bouge, c'est la méditation en mouvement qui allie le mouvement, on va avoir de la gymnastique sensorielle et de la méditation. Je fais de l'automassage, du doing. C'est-à-dire que j'ai créé des protocoles pour que la personne puisse s'auto-traiter. Et c'est ce que je fais moi personnellement quand j'ai un torticolis, je m'auto-traite avec le toucher. Mais dans notre pratique, on a un autre outil qui est la gym sensorielle, qu'on peut aussi appeler la gymnastique des fascias, et qui est pareil, en fait, ce sont des mouvements très, très lents, très doux. Et il y a toujours ce système d'arrêt qui va relancer le psychotonus. Parce qu'en fait, quand on relance le mouvement, on relance le tonus et on relance le psychotonus. Donc, on va jouer vraiment aussi sur le bien-être de la personne et sur son tonus. Est-ce que ça veut dire que, parce que moi je suis complètement d'accord avec l'idée, c'est de remettre du mouvement en fait dans notre vie, parce que je trouve qu'on est vraiment dans des villes où on est ultra sédentaire. Ouais. Est-ce que ça veut dire que si demain je me mets à plus marcher par exemple, est-ce que ça va aller dans ce sens-là en fait du mouvement? Ouais, c'est ça? Oui. Je pense que plus on bouge, plus on fait de gym, de yoga, de pilates, qu'on va voir son ostéopathe, son fasciathérapeute, son somatopsychopédagogue régulièrement, qu'on va à la piscine. Tout ça, c'est bon parce qu'on se met en homéostasie. Et du coup, comme on met son système nerveux en mode repos, tu vois, donc tu n'es plus en système sympathique. Et du coup, les fascias, ils adorent ça. Et ce qui s'existe en toi, par exemple, quand tu fais ta compta ou que tu fais une activité que tu n'aimes pas, est-ce qu'il y a une activité que tu n'aimes pas Je fais que les trucs que j'aime bien. Bon, enfin moi, quand je fais ma compta, par exemple, tu sais l'expression « j'en ai plein le dos ». Ouais. Eh bien, quand on fait sa compta ou quand on fait une activité où on a du mal à s'adapter et qu'on commence à se crisper à ce niveau-là, ce sont les fascias. Et c'est bien de mettre en place des stratégies, c'est bien d'en avoir conscience pour pouvoir petit à petit se prendre en charge, en fait. Ouais, alors ça, c'est un vrai sujet parce qu'une fois de plus, moi, je trouve que... Alors déjà, j'ai l'impression, sans porter de jugement, qu'il y a peut-être 80% de la population qui n'est pas du tout dans ce mood. Déjà, ne serait-ce que notre discours, tu vois, pour 80% des gens, c'est peut-être too much déjà de comprendre un peu tout ça. Oui. Ce qui veut dire qu'il reste peut-être 20% de gens qui sont un peu plus en conscience de certaines choses. Et donc, du coup, dans ces 20% que moi, je côtoie le plus, en fait, c'est l'écosystème que je me suis créé, hein, c'est mon microcosme. Ouais. Je vois qu'il y a des gens qui comprennent parfaitement tout ça, donc intellectuellement, tu vois, c'est très clair. Mais par contre, c'est très difficile pour eux de le mettre en place, en fait, dans leur vie. Donc, évidemment, moi, je leur recommande... c'est une idée toute simple, hein, c'est plus tu vas répéter les choses et plus ça va fonctionner, plus tu vas y arriver, quoi. En gros, tu vas comprendre les mécanismes. Mais là encore, en fait, elles comprennent le fonctionnement, donc intellectuellement, mais c'est compliqué pour elles, du coup, de passer à l'action. Est-ce que tu as des recos, en fait, par rapport à ça? Oui, je pense qu'on est dans des habitudes et on se complaît parfois dans du mal-être.
parce que ça fait partie du schéma, tu vois. Enfin, pour moi, là, je te dis ce que je pense, mais ça fait partie du schéma. Peut-être que notre mère était comme ça, notre grand-père était comme ça, notre arrière-grand-père était comme ça, et peut-être que par amour pour eux, tu vois, ça peut être inconsciemment, on se complaît dans le schéma et du coup, on a envie, il y a une part qui a envie et puis il y a une part qui est bloquée dans quelque chose qui n'est pas confortable, mais on ne prend pas forcément quand même le temps de le faire. Et je peux te dire, moi, je forme pas mal d'enseignants qui font méditer les élèves suite à mes formations. Et très souvent, ils le font pendant 6 mois, 1 an, puis après, ils arrêtent. Alors qu'ils voient que c'est bénéfique pour leurs élèves. Et tu sais pas pourquoi ils arrêtent, alors que ça fait du bien aux élèves qui sont en demande, que c'est pertinemment, que ça permet d'avoir un cerveau intégré, ça permet de mieux se concentrer. Et il y en a beaucoup qui s'arrêtent. Et tu sais pas pourquoi. Que tu t'arrêtes pour toi. Mais franchement, je trouve que dans le milieu scolaire, c'est quand même important de mettre en pratique ce genre de… Ah oui, tu prêches un convaincu. Et donc, du coup, tu ne sais pas pourquoi. Tu leur as pas posé la question. Mais je pense que certains, alors ils commencent et puis en fait, souvent, je crois qu'ils sont débordés et qu'il y a d'autres priorités. Je pense c'est un aussi. peu décourageant, d'ailleurs, parce que je trouve… Franchement. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends très souvent. Ils sont débordés, hein, c'est clair. Hein. Ils ont un agenda de dingue. Il y a plein de choses qu'ils aimeraient faire aussi en termes de formation, par exemple, et c'est compliqué pour eux. Mais du coup, ça ne répond pas vraiment à ma question. Tu vois, ces gens-là, en fait, qui ont conscience de ça, qui l'intellectualisent parfaitement, mais qui n'arrivent pas à passer à l'action, est-ce que tu as des recommandations pour qu'ils passent justement à l'action, tu vois? Alors, moi, du Silence on bouge, en fait, je l'ai créé pour ça. Parce que personnellement, j'ai compris qu'il fallait que je médite 5, 10 minutes, c'est pas grand-chose par jour pour pouvoir prendre soin de mon climat intérieur. En fait, quand j'ai eu mon aîné, Marie, ça m'a mis face à beaucoup de peur. Voilà, donc du coup, avec les enfants, ça a été une obligation en fait. Donc j'ai pris conscience que faire ces petits moments de relaxation, et à ce moment-là, je n'avais pas fait tout ce travail, donc je ne savais pas du tout ce qui se passait. Hein. J'ai l'impression que c'était magique. Ça m'aidait à me tranquilliser et puis du coup à être dans une communication plus agréable, plus à l'écoute. Donc, en fait, il faut le faire, quoi. Et c'est pour ça que j'ai créé Silence on bouge, où il y a d'ailleurs 30 audios de méditation guidée qui permettent d'être autonome dans la pratique de la méditation, du mouvement, et avec des clés aussi de communication non violente. Donc, moi, ça pourrait être ma reco, mais c'est vrai, prendre une application, au début, si ce n'est pas facile, écouter des audios, se laisser guider, prendre 5 minutes par jour. Il y a même 4 minutes par jour pour commencer, puis 5. Moi, j'ai des gens que j'accompagne lors de formation qui, entre 2 sessions, méditent tous les jours et me disent « mais ça m'a transformée, je me sens tellement mieux depuis ». Des femmes qui ont un mari qui a un cancer, qui vivent des périodes difficiles et pour qui ça a été un vrai soutien de pouvoir méditer. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est un peu ce que je dis, moi, de mon côté. Je dis que c'est une responsabilité citoyenne, tu sais, de prendre soin de soi. Ouais. Mais vraiment, hein, je crois qu'il faut bien conscientiser ça parce que, effectivement, alors, pour le coup, je crois que les gens qui me suivent le savent. Moi, j'ai commencé très tôt, justement, ce chemin de développement personnel. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est acquis, parce que ça veut dire qu'il faut avoir une vraie discipline de vie. La discipline, c'est quelque chose entre toi et toi. Hein, ça n'a rien à voir avec le monde extérieur. Et donc, tous les jours, quelque part, c'est challengeant aussi pour moi, même si j'ai commencé il y a très longtemps, d'avoir cette discipline, en fait, de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps, de mon état d'esprit, etc. Et pourquoi je dis que c'est une responsabilité citoyenne? C'est parce que je vois, du coup, l'impact que j'ai sur les citoyens, j'ai envie de dire, sur mon entourage, sur ma chérie, sur ma famille, mes amis, pour tout ce qui est le plus proche, les gens avec qui je travaille, en fait, surtout, en fait, sur les prises de décision que je peux avoir dans ma vie perso et professionnelle. Enfin, c'est un impact vraiment sur tout. Et le petit avantage que j'ai, c'est d'avoir commencé tôt, donc je peux mesurer vraiment la différence quand je ne le fais pas et quand je le fais sur des périodes longues ou moyennement courtes. Et donc, tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on ne se met pas en marche, on est très souvent dans l'idée, tu sais,
de rejeter la responsabilité sur les autres, sur quelque chose en fait d'extérieur, jusqu'au jour justement où tu comprends en fait ce phénomène-là, quoi. Mais pour bien le conscientiser, bah, il faut passer à l'action, les amis, quoi. Si vous faites intellectualiser en fait tout ce que vous écoutez là aujourd'hui, ou tout ce que vous lisez, ou quand vous allez voir un conférencier, bah forcément, ouais, ça restera que dans votre tête et pas dans votre corps. Oui, il faut le vivre. Il faut vivre l'expérience, absolument. Ouais, et toi, j'imagine, Julien, que tu es beaucoup dans l'auto-empathie. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi l'auto-empathie? Eh ben, c'est apprendre à t'accepter avec bienveillance, à être dans l'accueil de tes parts qui peut-être parfois ont du mal, mais aussi de tes qualités, de tes défauts. Ah oui. Là-dedans. Oui, carrément. Et je trouve ça intéressant parce que quand tu dis je fais ça pour moi, mais aussi pour mon environnement, pour ma chérie, pour mes amis, pour toute la communauté qui te suit, je trouve que c'est très important parce que finalement, plus tu fais ça, plus tu apprends à t'aimer. Oui. Et plus on s'aime, finalement, plus on voit chez l'autre ce qu'il y a de mieux aussi. C'est-à-dire que souvent, ce qui nous a gâché l'autre, c'est des parts de nous sur lesquelles on n'a pas bossé, qu'on n'a pas encore vues. On peut être agacé en miroir par quelqu'un, par sa voix. Et souvent, c'est des choses qui nous appartiennent et qu'on n'a pas encore acceptées. Tout à fait. Donc, comme tu dis, c'est tellement important, ne serait-ce que pour créer la paix. C'est pas égoïste de faire tout ça. Parce que souvent, on peut dire oui, c'est égoïste. Non, je crois que c'est pas égoïste parce que Danny Bois a fait un masterclass là à Darwin pour Climax sur le climat intérieur de paix. Voilà, et entretenir ce climat intérieur de paix, c'est tellement important parce que la paix commence en nous. Ah bah ouais, c'est clair. Hein. Et très souvent, tu sais, on peut retrouver ces punchlines, moi j'appelle ça ces punchlines, ce que tu viens de dire, tu sais, dans des livres, dans des citations, parfois peut-être dans des films que tu peux regarder, des conférenciers qui vont le dire, mais tant que c'est pas incarné, c'est-à-dire tant que toi tu vis pas ça, je trouve que ça reste purement intellectuel. Ça reste des jolies phrases que les gens comprennent en disant waouh, c'est génial et tout. Mais si moi ça fait 20 ans, tu sais, maintenant que je sème des graines pour que justement les gens conscientisent cette importance-là. C'est-à-dire que potentiellement, oui. Plus que conscientise, ressentent même, je dirais. Oui. D'accord, oui. Parce que ça se ressent. Tu t'exprimes, ça se ressent. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Et parce que tu vois, moi, je dis très souvent, je laisse imaginer les gens si tout le monde prenait soin de lui du mieux qu'il peut tous les jours. Chacun à son niveau, hein, chacun où il en est, avec ses propres compétences, ses outils, tout, etc. Si déjà chacun faisait ça à l'échelle mondiale, moi je suis sûr en fait que notre société serait complètement différente en fait. J'espère qu'on va tendre vers ça. Vers ça. En tous les cas, on essaie d'y... Toi et moi, je crois qu'on essaie d'y travailler un peu, enfin d'y œuvrer. Ah bah ouais, complètement. Ouais. Et là, dans ce que toi tu proposes, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer justement d'amener les gens à ce qu'ils pratiquent. Est-ce qu'il y a peut-être des exercices, tu sais, que tu peux nous montrer pour que les gens puissent vraiment illustrer en fait tes propos, quoi, tout simplement. Quoi. Oui, pour rentrer dans cette lenteur sensorielle, cette lenteur du fascia. Ouais. Oui. Donc, on peut faire un petit exercice. Bah, vas-y. Donc, je vais vous proposer un mouvement d'enroulement et de déroulement de votre colonne vertébrale, de votre buste. Et dans un premier temps, alors est-ce que je parle à plus ou à toi dans un premier temps, je parle à vous. Dans un premier temps, je vous propose en fait de faire ça à votre rythme. Alors, je te montre. Donc, on s'enroule comme si on se mettait en boule. Et on se déroule. Et ce que je te propose, Julien, c'est de faire ce mouvement 3 fois à ton rythme. Ok. Voilà. Ah oui, mais moi, je ne peux pas me reculer. Ah. Ouais, non, je ne vais pas pouvoir le faire. Moi. Donc, faites ce mouvement. Tu n'as qu'à le faire qu'avec ta tête, Julien. Ok. Tu le fais rapidement avec ta tête. Okay. Pas rapidement à ton rythme. Hein. Je ne sais pas quel est ton rythme. Voilà, on s'enroule. On se déroule à votre rythme. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous proposer d'être plus attentif aux appuis de vos pieds au sol.
aux appuis de vos mains où elles se trouvent. Si vous le pouvez, relâchez vos épaules, relâchez les tensions et déposez-vous. Alors, on va refaire ce mouvement d'enroulement et de déroulement de notre colonne vertébrale, mais on va partir tous en même temps. Alors, à mon top départ, on va en fait faire un mouvement d'engagement de notre buste. Alors, notre buste va s'engager vers l'avant et en même temps, notre tête va s'enrouler. Alors, on va le faire tous ensemble. Voilà, top départ. Votre buste s'engage vers l'avant alors que votre tête s'enroule. L'idée, c'est de vous arrêter quand c'est le bon moment pour vous laisser faire votre corps et d'être observateur de ce mouvement. Voilà, et quand on est arrivé au bout du trajet, donc on est dans un mouvement bien lent, je ne sais pas si je l'ai bien respécifié, on se pose, on s'arrête. Et pendant ce point d'appui, vous pouvez observer les micro-mouvements de votre corps qui bougent au gré de votre respiration. On va maintenant faire le mouvement de retour. Et l'idée, ça va être, quand on va partir tous ensemble, de laisser votre dos glisser vers le derrière. Voilà, l'arrondi de votre dos va reculer. Allez, top départ. L'arrondi de votre dos recule tout doucement. Et laissez votre buste, dans une grande lenteur, se dérouler. Observez peut-être vos omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Votre menton qui monte, votre nez qui monte. Et puis, vous vous arrêterez quand vous sentez que votre corps le réclame. Laissez-le faire surtout. Voilà, et à nouveau, on se met en arrêt. Et soyez en observation de ce qui se joue là, à l'intérieur de vous, de votre climat intérieur. Peut-être que vous êtes calme. Peut-être que c'est encore un peu agité. On est juste voilà, dans l'acceptation de ce qui est et dans l'accueil. Et on va repartir vers l'avant. Top départ, votre buste s'engage, votre tête s'enroule, elle glisse vers vos genoux. Voilà, observez votre colonne vertébrale qui s'engage dans ce mouvement. Et essayez d'aller un petit peu plus loin que tout à l'heure. Et posez-vous au bout du trajet. Dans ce point d'appui, chacune de vos vertèbres prennent de l'espace. L'espace entre chacune d'elles s'étire. Là, vous êtes vraiment dans l'étirement de vos fascias tout le long de votre colonne vertébrale. Et c'est pareil, accueillez. Peut-être qu'il y a des tensions, peut-être que ça relâche. C'est important d'être juste présent à soi, en surplomb, pour juste accueillir, et être dans la non-prédominance. Voilà, et laissez à nouveau, au top départ, on va tous repartir vers l'arrière. C'est notre dos qui va reculer. Top départ. Allez, votre dorsale recule, votre colonne vertébrale recule. Laissez faire. Observez vos deux épaules qui se rapprochent l'une de l'autre, vos deux omoplates.
votre menton qui monte, votre nez qui monte, votre tête qui se rapproche tout doucement peut-être de votre dos. Essayez de vous ouvrir un peu plus que tout à l'heure vers l'extérieur. Puis ressentez comment vous vous sentez là. Pour certains, ça doit être très paisible. Pour d'autres qui ne sont pas habitués à cette lenteur sensorielle, c'est peut-être étonnant, peut-être même agaçant parfois, ou autre chose. Juste on accueille, on observe. Voilà, et on repart. Top départ. Notre buste s'engage. Notre tête s'enroule tout doucement. Elle glisse, entraînant avec elle toutes nos vertèbres jusque dans notre bassin. Elle glisse en direction de nos pieds. Et on essaie d'étirer un petit peu plus que tout à l'heure, à nouveau. Et on se pose. Voilà, et on va repartir. Top départ, nos dorsales reculent, notre dos recule. Et on laisse faire. Voilà. Alors, je vous ai laissé en libre à la fin, en vous laissant ressentir ce mouvement. Donc, peut-être que pour certains, le mouvement s'est donné comme si c'est votre corps qui gérait ce dernier. Il y a un psychotonus qui s'est donné qui fait que ça bouge tout seul presque. Peut-être que pour d'autres, ce n'était pas évident et c'est normal parce que voilà, c'est vraiment un apprentissage. Il faut rentrer dans le processus. Mais ce qui est assez excellent, c'est qu'au bout d'un moment, on va pouvoir laisser le corps parler. Au travers de ces mouvements, ça y est, je reviens. D'ailleurs, je vous engage à revenir. On va se rendre compte, tiens, que quand je m'avance, je suis bloquée. C'est difficile pour moi. Et qu'est-ce que ça vient de me dire de ma façon de fonctionner? En ce moment, je suis fatiguée, j'ai du mal à m'engager. Et je le ressens dans mon mouvement. Donc, on va pouvoir travailler cet engagement grâce à ce mouvement-là. Et quand on recule, on sent qu'on n'y arrive pas parce qu'en fait, on a du mal à prendre du recul, on a du mal à laisser parler l'autre. Donc, en fait, notre corps, au bout d'un moment, va nous parler de nous et de notre façon de fonctionner. Et ça va nous permettre d'être plus conscients de de nous, de notre façon de fonctionner. Donc, voilà, on va laisser parler le corps. Et bon, c'est notre. Là, je vais peut-être un peu loin, mais. Non, pas du tout. On fait beaucoup. Surtout dans la communication, tu sais, on dit que, si je dis pas de bêtises, que 70% de la communication est non verbale. Donc, elle s'exprime à travers notre corps. Donc, non, au contraire, ça a beaucoup de sens. Ouais. Merci pour cet atelier pratique. Je suis vraiment désolée que tu n'aies pas pu le. Non, pas de souci. Moi, je le fais différemment. Le matin, je fais des exercices de yoga. Et il y a notamment une position qui s'appelle l'enfant. Et j'aime bien me dérouler justement tout doucement de cette position. Ouais. Oui, c'est franchement, moi je fais du yoga pilates depuis des années et ça fait 2 ans que ma prof de pilates parle de fascia. En fait, c'est vrai que oui. Ok. Bah, dans cette lenteur, enfin, oui, tu peux étirer justement tes fascias quand tu es à un cours de yoga, pilates.
Et ouais, c'est clair. Hein. Mm. Mais par contre, ce que je trouve étonnant, c'est que, bah, alors après, on peut ne pas tout connaître, hein, mais tu sais, moi, ça fait quand même très longtemps que je suis là-dedans. Quand je dis là-dedans, c'est dans le développement personnel, parce que ma mère, déjà, quand j'étais petit, elle nous amenait voir des naturopathes, des iridologues, tu vois, donc, Oui. et j'ai 45 ans. La fasciathérapie, c'est pas quelque chose, en fait, c'est pas une information qui arrive au commun du mortel, quoi. Les gens ne sont pas au courant, en fait, de cette pratique, quoi. Alors, pour en connaître plus, j'ai mes profs qui ont écrit des bouquins. Il y a Christian Courreau et Isabelle Bertrand là, qui ont écrit le livre « Je m'initie au pouvoir des fascias ». Ok, super. Il y a aussi Fascia, le nouvel organe clé de votre santé, Christian Courreau. Ok. Et puis, il y a le livre de Dany Bois, La méditation pleine présence, qui est une méditation dans l'immobilité de la posture. Enfin, voilà. Mais ça n'est pas connu parce que ça se révèle maintenant. Il y a une magnifique émission qui est sortie sur Arte, si vous voulez aller voir, qui s'appelle, alors je ne sais plus exactement, il faut faire Arte les fascias. Il y a aussi un superbe médecin chirurgien qui s'appelle le docteur Guiberto, qui est à Bordeaux d'ailleurs, à Pessac, il faudrait que j'aille le rencontrer, qui a fait un film qui s'appelle Promenade sous la peau, où on voit justement les fascias. Et tout ça, ça se révèle maintenant. On est en 2024, dans une époque où je pense qu'on va commencer à vraiment parler de ce tissu. Qui a plein de capteurs sensoriels. Et je pense que pour accéder justement à ce que tu disais, à l'accès à soi, à sa profondeur, en fait, l'idée, c'est que on est coupé de nos sensations corporelles. J'aime bien, tu sais, le bonhomme OSBD de la communication non violente. On est un peu comme des têtes sur pied. Et comme on a parfois souffert ou qu'on ne nous l'a pas autorisé, on a mis notre cœur, nos sensations, nos sentiments, tout ça, on a mis ça de côté. C'est pour ça qu'on explose d'ailleurs. Parce qu'en fait, ces parts de nous, elles crient, elles ont besoin d'être entendues. Et pour revenir à tout ça, eh bien, je pense que la fasciathérapie peut être très aidante parce que ça aide à accéder justement à sa profondeur, à ressentir beaucoup de paix, de chaleur intérieure, tu vois. Parce que souvent, quand tu n'as pas l'habitude d'écouter tes émotions ou que tu es hypersensible, parce que justement, tu es hypersensible parce qu'en fait, tu mets tout de côté souvent. Hein. C'est pour ça que tu exploses. Hein. En fait, voilà, c'est peut-être que tu ne gères pas spécialement. Donc, tu es hypersensible, donc tu mets tout de côté. Plus tu mets de côté, plus ça crie. Je ne sais plus où je voulais en venir, mais en tous les cas, c'est vrai que oui, plus ça crie, plus c'est difficile d'aller rencontrer ce qui se joue, parce que c'est aigu, parce que ça explose, comme tu dis. Donc, on n'a pas envie, donc on fait l'autruche, quoi. Et par contre, du coup, je pense que la fascia, ça permet de revenir en douceur à son corps, ses mouvements, ses sensations. Et puis, voilà, je prêche pour ma paroisse. Non, pas du tout. Ça veut dire que en passant par ton appli, rappelle-nous le nom de ce que tu as créé. Ça s'appelle Silence on bouge. Silence en bouche, c'est une application. Oui, alors c'est un site et il y a une app web dedans. Oui, c'est une application. Tiens, je peux vous montrer. C'est une application avec une trentaine d'audios de méditation guidée. Tu vois, il y a des thèmes. Ok. Et il y a une illustration pour chaque audio. Par exemple, là, il y a Focus, l'âge, en étant en lien avec l'extérieur, je reviens vers moi tout en douceur. Je n'ai pas mes lunettes. En plus de ma dyslexie. Toi, moi, nous, tu vois. Okay. Et voilà, c'est assez bien fait. On peut voir les détails de la méditation, combien de temps elle dure, comment on se positionne, l'âge. Voilà, j'ai fait en sorte que tout le monde ça peut se pratiquer en famille. Okay. Il y en a tout petits comme Jojo l'escargot, Capu la tortue, Yvan l'éléphant. Mais après, il y a aussi Respire. Alors moi, je chante, donc j'ai mis ma voix à chanter aussi dans certaines. Okay. Voilà, il y a du mouvement interne, il y a de l'automassage des fascias. Ok, et ça, on le retrouve surtout hein, sur Apple Store, sur toutes les plateformes pour l'application. Non, ce n'est pas une application, c'est une app web. Donc, c'est une application qui est accessible sur mon site internet. Ah, d'accord, ok. Donc, il faut aller. Silence en bouge. C'est ça. Ok. Et on tombe dessus. On peut accéder à l'application. Et après, on a dans Silence en bouge, il y a qu'on s'appelle
on a que j'y aille. Bon, ça ne me vient plus, mais c'est pas grave. Il y a une formule où tu sais que c'est l'endroit où tu peux retrouver tes méditations. Et puis, tu peux mettre l'app web sur ton téléphone, comme ça, c'est vraiment, tu la retrouves facilement sur ton smartphone. Ok, ça marche. Et donc ça peut être justement un bon outil pour se mettre un peu en marche, justement, autour de ces fascias, de se reconnecter à son corps. D'accord. Parce que j'allais te poser la question, les livres dont tu nous as montrés là à l'écran, est-ce que là, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui va, je sais pas, à la FNAC, qui va se procurer ce bouquin, est-ce qu'il peut tout seul, à travers ce livre, se mettre en mouvement, se mettre en action, ou est-ce qu'il aura besoin d'être accompagné? Alors, oui, je m'initie au pouvoir des fascias. Ils expliquent bien des petits mouvements spécifiques que je reprends parfois dans Silence on bouge. Par exemple, je sais pas, tu as un début de torticolis. Alors, tu vas faire très doucement dans une amplitude qui te convient parce que faut pas que ce soit. Ce qui est bien, en fait, les amis, c'est dès que vous sentez que vous avez une tension, c'est vraiment tout de suite prendre le temps de se poser, prendre 3 minutes pour soi, respirer, faire un mouvement de flexion-extension. Tu sais, on peut avoir le coup de dorsalgie, mais ça peut s'exprimer avec comme un coup de courant dans la colonne vertébrale. Ça peut arriver. Eh bien, parfois, si on se laisse aller, si on ne fait rien, la douleur va s'engrammer, puis on va se retrouver bloqué. Mais l'idée, là, c'est vraiment d'être l'acteur de son changement. C'est dans Silence on bouge, il y a une méditation qui s'appelle pilote à bord, d'être pilote à bord. Et tant pis si on est un petit peu en retard, mais prendre le temps de faire un petit mouvement de flexion-extension du cou. Petit point d'appui. On revient. Et puis après, il montre dans Je m'initie au pouvoir des fascias. Christian et Isabelle montrent aussi des petits exercices comme ça, où on va vraiment étirer les fascias du cou. Ça, on se pose, on revient. Et en fait, dans notre pratique, pour tout mouvement circulaire, il y a un mouvement linéaire associé. C'est peut-être un petit peu... Mais ce qu'on a fait, tu vois, comme mouvement. En fait, quand tu te baisses, on a tendance à se baisser comme ça. Tu es d'accord? Oui. Voilà. Et dans ce mouvement, dans ce mouvement, il y a un mouvement linéaire associé qui est le mouvement de mon bassin qui va reculer et avancer. Et l'idée dans notre pratique de somatopsychopédagogie, c'est de prendre conscience de ce mouvement arrière de notre bassin. Et en fait, ça induit un mouvement de rotation qui se fait tout seul. Voilà. Tu vois, dans tout mouvement circulaire, on va appuyer l'attention sur le mouvement linéaire associé. Et dans leur livre, effectivement, Christian et Isabelle parlent de ça. D'accord, ok. Oui, parce que je trouve que... Pardon? C'est une petite chose très simple à mettre en pratique. Bah oui, c'est ça, oui. Oui, puis je pense que c'est pas quelque chose qui te prend beaucoup de temps dans ta journée, si je comprends bien. Tu peux, un peu comme une méditation ou une séance de relaxation, 10 minutes par jour, par exemple. Oui, c'est ça, exactement. Et puis après, tu peux le faire en autonomie. Les personnes que j'accompagne, moi j'aime bien accompagner les hypersensibles ou des gens qui sont un peu déjà sur le chemin d'ailleurs. Parce que j'ai un cabinet aussi, elles les mettent en pratique et ça leur change la vie en fait. Oui. Et après, si tu veux, il y a par exemple, j'ai une de mes méditations qui s'appelle le sablier où tu fais un mouvement au bas de tes épaules, puis après tu descends tout doucement et tu as cette espèce de conscience des deux épaules qui descendent, bref. Tu l'as fait 1, 2 fois, 3 fois, et puis après, pour un étudiant, un enfant ou n'importe qui, tu vas pouvoir retrouver ce mouvement tout seul qui t'aide à t'ancrer, te stabiliser, t'apaiser. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, je pense à des situations, tu sais, qui peuvent être courantes dans la vie de tous les jours. Tu es avec un collègue, un patron, pas ton chéri, ta femme, peu importe. Donc, tu es en relation sociale, tu discutes avec quelqu'un. Et puis, en fait, je sais pas, vous êtes en train de parler d'un sujet, tu sais, qui va être un peu délicat, par exemple. Et là, en fonction des individus, tu peux sentir monter quelque chose. Donc, ça peut être de la colère, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de l'irritation, tu vois. Force est de constater que comme on ne nous l'a pas appris à gérer, en fait, ces émotions, pour la plupart d'entre nous, c'est compliqué. Là, l'idée, c'est donc, tu es dans cette situation. Qu'est-ce qu'elle fait, la personne? Est-ce qu'il y a un outil, du coup, qui pourrait l'aider sur le moment, tu vois, quand elle vit, en fait, ce truc-là, à la tempérer?
Alors, moi, ce que je vois, c'est déjà respirer. J'ai mis de la respiration dans Silence en bouche. D'ailleurs, Christian et Isabelle ont mis de la respiration aussi dans leur nouveau bouquin. Parce qu'à la base, on n'utilisait pas beaucoup la respiration, mais là, moi, je l'utilise personnellement, donc respirer, prendre une respiration profonde. Et puis, l'idée sur le coup, c'est d'essayer de retenir, peut-être vis-à-vis de la personne quand même. Je trouve que c'est bien de faire pisser le chacal, tu vois aussi. S'il y a vraiment quelque chose d'injuste, il y a un moment, il faut le vider et dire pétard, mais pas devant la personne. Mais après, pour pas que ça revienne, c'est vider sa valise, quoi. D'accord. La personne t'a… Et l'idée, c'est de faire le processus de CNV, c'est-à-dire c'est quoi mon besoin là, a fortiori, enfin après coup, j'avais besoin de quoi là? J'avais besoin d'écoute, j'avais besoin de compréhension, j'avais besoin d'intimité. Peut-être que cette personne est arrivée, elle a envahi mon espace. C'est quoi? Et peut-être pouvoir se le dire à soi. Et plus tu te le dis, même si la personne est là, plus tu te dis pétard, elle arrive là. Elle vient bouffer mon espace, là, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de tranquillité. Ben, le simple fait de se le dire, la part qui a besoin d'espace et de tranquillité, ça pèse. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est pas évident. Moi, je trouve que c'est le niveau que je donne, moi, c'est de se mettre un peu comme un chercheur, tu sais, pour soi-même. Donc, pour moi, là, ça revient à se mettre dans cette peau-là, en fait, de chercheur. Mais force est de constater quand même que c'est pas évident, une fois de plus, pour beaucoup d'entre nous, d'avoir cette position. Donc, en tout cas, c'est intéressant. Ouais. Alors moi, c'est ce que je dis très souvent. La respiration, pour moi, c'est une des clés. Ah oui. Ouais, c'est revenir à une respiration longue, tu sais, des grandes expirations, des expirations. Ça, je pense que c'est vraiment une des clés. Il y a ça et sentir les côtes qui s'écartent à l'inspire et qui se rapprochent à l'expire. Tout simplement aussi, le micro-mouvement de son corps qui respire. Ça, tu l'as tout le temps. Être dans le mouvement de ta respiration. Oui, exactement. Ouais. Et après, normalement, c'est un peu comme tout, comme on le disait au tout début, avec la répétition, donc en étant vraiment alerte, tu vois, de ces signaux, quoi, dès qu'il se passe quelque chose, tu vas réussir du coup à la décoder, dire ah bah tiens là, je sens que c'est la colère, je sens que c'est l'irritation, je sens que c'est je sais pas quelque chose qui arrive, quoi. Et après, tu vas réussir à débunker ça en fait au fur et à mesure. Mais c'est vraiment de la pratique, hein. C'est clair. Ne serait-ce en la nommant. Parce que cette part de toi qui s'exprime, c'est dans ma pédagogie quand je fais des formations, cette part de toi qui s'exprime, elle a besoin que tu lui ouvres la porte. Oui. Si c'est une peur, elle a besoin de te protéger, donc elle va frapper à la porte, elle va, par un stimuli corporel, va te dire je suis là. Et du coup, si tu n'ouvres pas la porte, si tu fais je ne te vois pas, mais voilà, elle va frapper plus fort pour se faire entendre, et c'est après que c'est ce qui fait que finalement, elle finit par exploser la porte pour te faire entendre ce qu'elle a à te dire. Et du coup, tu te retrouves soit super en colère, soit tu somatises avec au bout d'un moment, elle s'attaque à tes fascias et tu te crispes, quoi. Ah, bien sûr. Et après, de fil en aiguille, ça peut même induire et agir sur ta santé, en fait, sur des organes en fait, de ton corps. Parce que tout est interconnecté. Donc, oui, c'est clair. Hein. Tout ça est vraiment très, très proche je trouve, de toutes ces approches, tu sais, de revenir vers soi, en fait. C'est vraiment la clé, quoi. À mon avis, c'est de conscientiser, de revenir vers soi, en fait, tout simplement. Magnifique. Il y a une de mes méditations qui s'appelle « Retour à soi ». Tu fais un point d'appui, justement, tu te fais un point d'appui sur la jambe. Donc, tu es à la fois… c'est un mouvement avant-arrière où tu fais… C'est ça, ouais. Moi, d'ailleurs, j'ai une autre chose aussi peut-être qui peut aider les gens, c'est de prendre un rendez-vous avec soi-même. Tu sais, un peu comme quand tu prends un rendez-vous pour aller voir un dentiste, par exemple. Excuse-moi. Et donc, du coup, de prendre un rendez-vous avec soi-même dans son agenda. Par exemple, là, vous nous écoutez, vous prenez votre agenda. Ouais. Vous avez n'importe quelle date, vous avez une disponibilité. Rendez-vous avec moi-même, je dis une bêtise, de 17h30 à 18h, par exemple. Et ça, c'est votre fenêtre qu'à vous. Donc, vous n'êtes pas avec votre mari, votre femme, vos enfants, des collègues, des amis, etc. Vous êtes seul avec vous-même et vous prenez ce temps-là que pour vous, quoi. Ça, vous pouvez le mettre au moins une fois dans votre agenda toutes les semaines, par exemple. Toi, tu fais ça tous les matins, Julien. Dans ton lit, tous les matins, tu faisais ta petite méditation, tu pars faire la course après ton petit café. Alors, je ne prends pas de café, moi. Je prends tout ce qui est excitant et tout ça, j'en prends pas.
Mais effectivement, oui, moi, c'est tous les matins. Et puis aussi en fin de journée, j'arrête de bosser à 4h30 de l'après-midi parce que je suis réveillé vers 5h, 5h30. Donc, j'ai le temps de faire beaucoup de choses. Et après, tout le reste de la journée, en fait, c'est pour moi. Et donc, généralement, je vais faire du vélo en fin de journée. Ouais. Alors moi aussi, je fais il n'y a pas que, il y a tout ça. Il y a le fait d'aller à la piscine, de marcher, de courir, de mettre en place des stratégies. En fait, l'idée, c'est de se bouger. Oui, c'est ça, ouais. Et de reprendre un peu les rênes de sa vie, quoi. De reprendre les rênes de sa vie. Notamment, tu vois, des trucs tout bêtes, si on aime bien la marche, c'est regarder autour de soi, si on a un parc, par exemple, si on a une forêt, un lac, peu importe, mais du coup, d'aller marcher plutôt dans la nature, ça rajoute aussi les bienfaits de la nature qui nous veulent du bien. Et tout ça mixé et ajouté les uns avec les autres, de plus en plus, on se rapproche d'un bel état, en fait. Comme on dit très souvent, c'est d'un esprit sain dans un corps sain. Oui, tout à fait. Et si vous avez des animaux, par exemple, là, j'ai mon chat là, qui vient de monter sur mes genoux, qui est en train de ronronner. Si vous avez un chat, par exemple, la ronron-thérapie aussi, maintenant, c'est connu. Surtout pas hésiter, ça fait du bien. En tout cas, merci beaucoup, Dorothée, pour ce temps. Ça passe très vite. Donc, on rappelle, pour retrouver ton application web, on tape Silence on bouge. Silence on bouge, ouais, voilà. Dans un moteur de recherche et on tombe tout de suite sur ton site. Voilà. Je fais de la formation aussi. Et je serai... Tu fais de la formation? On retrouve cette info aussi sur le site Silence on bouge? Alors, il n'y a pas toutes mes formations. Je fais une formation qui aide les professionnels de l'accompagnement, des enseignants, des éducateurs, où là, tu vois, demain, je forme des mandataires judiciaires qui ont un métier stressant. Et du coup, dans un premier temps, ils méditent avec Silence on bouge. Et après, pour certains, je peux aussi les guider à guider eux-mêmes les méditations, à les inventer, à les faire avec toute une pédagogie spécifique. D'accord. Est-ce qu'on te retrouve facilement sur Facebook, Instagram et tout ça? Alors, oui, je ne suis pas hyper active, mais je vais essayer de l'être un peu plus. Voilà. D'accord. Je suis plutôt en mode escargot, à ce niveau-là. J'aime bien, je suis un peu en souterrain, mais je vais essayer d'y être un peu plus. Mais oui, tout à fait. Ça marche. Merci beaucoup, Dorothée, pour notre échange. Merci à toi aussi, Julien. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Passe une belle journée. Oui, toi aussi. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir à tous. Ouais, ciao, ciao. Et voilà, les amis, c'était donc Dorothée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Toujours passionnant d'écouter des gens passionnés. Et comme je disais, c'est vrai que la fasciathérapie, c'est quelque chose dont on n'entend pas parler. Et comme je le disais pendant notre échange, moi, je suis né dans une famille où on parle de bien-être et de développement personnel et de connaissance de soi. Et bon, bien évidemment, j'en avais entendu parler, mais je trouve que c'est pas assez dit en fait autour de nous. Et je trouve que l'approche est vraiment très intéressante. Donc, n'hésitez pas à taper fascia. Vous voyez, c'est un replay, donc vous retrouverez la vidéo sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, si vous voulez revoir en fait notre replay et noter les livres dont elle a parlé, par exemple, parce que je trouve que ça le mérite vraiment de s'y pencher un peu plus. Je vous remonte d'ailleurs la page de couverture de mon deuxième livre, C'est quoi le bonheur pour vous, en quête de sens, qui va sortir le 31 octobre dans toutes les librairies. Vous pouvez déjà le précommander si ça vous intéresse. Vous allez sur le site de la FNAC, sur le site Erol, donc la maison d'édition Erol. Vous pouvez le trouver aussi sur Amazon, puis peut-être aussi sur d'autres libraires comme Mola ou De Citre ou j'en passe. Bientôt, donc 31 octobre. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour cette fin de journée, là où vous vous trouvez dans le monde et sur la planète. Plein de bonnes choses. Si vous voulez participer à notre 6e congrès Innovation en éducation, les 2 et 3 novembre à Grenoble, il reste des places. Vous tapez Congrès Innovation en éducation. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.